Les lettres carrées, que nous appelons capitales, étaient employées dans l'Antiquité romaine pour graver sur des matières résistantes comme la pierre des inscriptions qui se sont conservées en quantités énormes. Ce matériel massif a longtemps accrédité chez les modernes l'idée que les capitales qu'on y voyait représentaient l'écriture ordinaire des anciens. Il n'en est rien. Dans la pratique courante, les anciens écrivaient autrement, mais sur des matières fragiles qui ont presque totalement péri. Certes, on calligraphiait bien exceptionnellement en capitales, sur papyrus, des affiches à placarder. On écrivait bien en capitales, au dos d'une lettre, l'adresse du destinataire comme nous le faisons en tête d'un télégramme. Mais sur la face intérieure du même papyrus, le texte de la missive était dans l'écriture commune, cursive, telle cette lettre d'affaires du temps de l'empereur Auguste. Ces caractères solennels n'ont pas été écrits, mais dessinés, puis gravés. Les formes de l'écriture courante étaient bien différentes. Nous pouvons prendre ce B comme symbole de l'unité graphique du latin dans un monde où bibliothèques et archives publiques et privées ont disparu, ont pourri ou brûlé. Mais nous constatons, grâce à des détritus que nous livrent à l'occasion les fouilles, qu'on écrivait partout le latin de la même manière, de l'Atlantique au Proche-Orient et de la mer du Nord au Sahara. Nous connaissons donc l'écriture latine des anciens par des épaves, par des lambeaux de papyrus troués et filochés, par des morceaux de céramique ayant servi à écrire, par des tablettes de bois plus ou moins brisées, par des débris de pages de livres comme ce fragment de parchemin du 1er siècle, par des graffitis sur enduit revêtant des parois, par des terres cuites cassées, comme ce fragment trouvé dans la vallée du Rhône et qui porte un B commun du 1er siècle. Comment expliquer ce B latin? Des savants modernes ont imaginé l'impensable ballet d'une haste et de 2 panses. En réalité, le mouvement de la main du scribe, le ductus, était tout autre. Il commençait le B solennel en traçant une équerre, puis sa main se levait pour ensuite compléter la lettre en diagonale. Tout naturellement, tout simplement, ce même mouvement, ce même ductus, c'est-à-dire un ordre constant dans l'exécution de traits faits dans le même sens, donnait une gamme de formes variées qui n'étaient différentes qu'extérieurement par leurs aspects. Les 2 formes extrêmes de cette gamme étaient employées au 1er siècle, l'une celle de gauche dans la solennité, l'autre celle de droite dans la vie courante. D'une extrémité à l'autre de la gamme, les gestes étaient les mêmes.
La discipline d'un même ductus animait des scribes qui étaient des machines, mais des machines humaines. Un exemple de forme moyenne fait ressortir le lien entre les deux extrêmes. Cette même identité de geste est accusée par le maniérisme de certains titres. La forme cursive porte également la marque de ce même maniérisme, d'un bout à l'autre du monde romain, en Espagne comme en Égypte. Partout, les mains se lèvent en même temps entre les deux sections d'un même ductus. Les autres lettres de l'alphabet, selon leur ductus respectif, font des gammes comme celle du B. Elles s'ouvrent vers la droite et leur axe bascule vers la gauche. L'écriture latine la plus courante de l'Antiquité classique nous est parfaitement étrangère. Ces tendances profondes s'opposent à la création de nos formes modernes et cette opposition est encore accentuée par les ligatures que va automatiquement provoquer l'inclinaison générale des signes vers la gauche. En l'an 77 après Jésus-Christ, un contrat de vente d'un cheval nous montre une écriture commune très liée. Si nous en examinons les formes quand elles sont isolées les unes des autres, nous observons les effets de l'inclinaison vers la gauche. Cette inclinaison a pour effet que la seconde section d'une lettre accroche facilement l'attaque de la première section de la lettre suivante, en sorte que les lettres sont coupées par le milieu, la main ne se levant plus qu'entre les deux sections de chacune d'elles.
l'écriture latine antique évolue de plus en plus à l'encontre de la formation de notre alphabet moderne. Son déportement général vers la gauche implique que les scribes tenaient encore au 1er siècle de notre ère leur calame de cette manière essentiellement antique. Tout se passe comme si, au 2e siècle, les gens avaient changé de posture et déjà tenu leur calame de cette façon bien plus moderne. Une chose est sûre, c'est qu'au 2e siècle, on observe un renversement général de la gauche vers la droite provoqué par un changement d'angle du calame. Une déclaration de succession de l'an 237 nous donne un exemple d'écriture latine commune renversée vers la droite. Son allongement, par la chancellerie impériale, en fit une écriture céleste. Cette écriture céleste, aussi belle qu'hermétique, était réservée à l'expédition des actes émanés du pouvoir suprême comme ce rescrit impérial. Dans la copie des livres, d'autre part, le même changement d'angle du 2e siècle a provoqué un bouleversement. Avant ce changement, un misérable débris de la page d'un livre du 1er siècle, encore écrit selon l'angle antique, nous montre des lettres non liées, tracées avec un calame doux et épais, qui fait contraster les grasses et les maigres. La place des pleins, comme l'orientation des traits, révèle l'angle antique du calame. Le changement d'angle qui, au 2e siècle, amène le calame dans une position presque perpendiculaire à la ligne, ne déplace pas seulement les pleins, il déforme aussi les lettres, de telle sorte qu'enfin, nous nous trouvons mis en présence d'un système moderne. Ainsi, d'une telle déformation est née une nouvelle écriture que nous lisons facilement et qui nous est représentée par un manuel d'histoire du IIIe siècle, célèbre sous le nom d'Épitomée de Tite-Live. Une antiquité vient de finir. Au dernier siècle du Haut Empire romain, au IIIe siècle, l'écriture de l'Épitomée ouvre l'ère moderne de l'écriture latine. À son tour, elle fut traitée cursivement par des becs durs qui firent des ligatures. Il en sortit une nouvelle écriture commune, qui est radicalement différente de l'écriture commune antique et où l'esthétisme a repris ses droits aux dépens de la lisibilité. Cette nouvelle écriture commune, nous la rencontrons vers les années 340 dans le bureau de l'officier subalterne de l'armée romaine. Parallèlement, l'antique écriture céleste poursuit sa carrière finissante dans la chancellerie impériale. Mais, comme cette écriture céleste est interdite au commun des mortels, la haute administration en fait une imitation par un allongement trompeur de la nouvelle écriture commune qui lui est seule permise. Même allongement superbe et trompeur chez les grands dignitaires, comme le montre un acte original d'un conte des écuries impériales du Bas-Empire. Cet acte est l'ancêtre des actes des rois barbares, car
Même après que les insignes impériaux eussent été renvoyés à Constantinople à la fin du Ve siècle, l'idée impériale continua de planer sur l'Occident et les rois barbares ne prétendirent pas à l'écriture céleste. Ils prirent la suite des grands dignitaires de l'Empire. Au 7e siècle, les actes des rois mérovingiens sont écrits en écriture commune romaine, allongée comme dans la haute administration romaine et comme dans les chancelleries des grands dignitaires romains. Voici un acte de Childebert III, daté de 695. Le titre du roi est abrégé Rex Ranc. Si l'on prend Corum ailleurs dans le même texte, on obtient Rex Francorum. Cette même écriture est calligraphiée dans des livres. Elle n'a de mérovingien que sa date. Il en survivra, après sa disparition, une ligature de « E » avec « T » et une forme de « G ». La ligature ET, produite par le ductus de l'Épitomée, servira jusqu'à nos jours dans plusieurs langues pour exprimer la conjonction et, und, and, i. Quant au G, il avait évolué à partir du ductus de l'Épitomée pour aboutir à une forme qui conservait au haut et à droite un petit appendice. C'est en raison de ce petit appendice que ce G fut inséré dans l'écriture fondamentale, héritée du IIIe siècle, telle qu'elle fut restaurée au début du IXe, et à qui on a donné le nom d'écriture carolingienne. Cette écriture est le modèle de notre minuscule, de notre bas de case actuel, du bas de case de nos livres, de nos journaux, de nos machines à écrire. Rien n'a pu détrôner, en effet, depuis 1000 ans, l'écriture carolingienne à laquelle on est toujours revenu, et tout n'est qu'épisodique de Charlemagne à nos jours. Des modes adoptés pendant plusieurs siècles, comme la mode dite gothique, passèrent. Au XVe siècle, les humanistes italiens de la Renaissance revinrent à l'écriture carolingienne qu'ils pastichèrent. Et dès le XVe siècle, des imprimeurs français dessinèrent leur caractère sur le modèle de l'écriture des humanistes italiens, qui étaient appelés à se répandre sur la planète. Quel est donc le secret de sa stabilité et de son succès? Il appartenait à un oculiste de faire une remarque importante. Pour lire une ligne de cette écriture, il suffit que l'œil balaie le sommet de cette ligne, où les lettres se distinguent les unes des autres par leur moitié supérieure. Et le G, par exemple, se distingue de l'O grâce à son petit appendice. Certes, le satanisme de la main pourra encore s'exercer. Il fut dénoncé au XVIIe siècle par Cervantes et par Molière. Comme le valet du misanthrope, Don Quichotte a remarqué que le diable lui-même ne s'y retrouverait pas. Ce satanisme ne sera définitivement vaincu que quand les scribes de tribunaux et autres, seront remplacés par des hommes tapant à la machine.
leurs machines taperont en écriture carolingienne et ce sera la fin.